Après 2 ans de rupture, comment je fais pour arrêter de crocher sur des gars indisponibles? C'est la question que m'a posée une tourterelle quand j'ai demandé aux abonnés de ma liste email de me poser leurs questions pour trouver des sujets de vidéos YouTube. Liste email à laquelle tu peux t'abonner en téléchargeant les petits cadeaux que je te propose à travers les liens dans la description, puisque en plus de ces petits cadeaux-là, eh bien, il y a des bonus à la chaîne YouTube comme tu peux le voir. Et cette question m'a beaucoup parlé parce que ça a été l'histoire de ma vie pendant 10 ans. Mais vraiment, littéralement, le premier mec indisponible duquel je suis tombée amoureuse, bon, c'était il y a des années, il était gay et en couple, et il l'est toujours. Ensuite, il y a eu un homme qui était marié et qui allait avoir un enfant et qui, accessoirement, était mon patron. Et puis, il y a eu un collègue charmant, très séducteur et pas du tout prêt pour avoir une quelconque relation. Après, il y a eu l'Écossais qui, en plus d'être écossais et donc habitant en Écosse, était en couple aussi. Après, j'ai croché sur un serveur dans un bar où on allait tout le temps avec un ami et il se passait des trucs, mais c'est pareil, il était en couple aussi, en fait il était polyamoureux, il avait une relation principale et en l'occurrence il était en rupture, donc il avait autre chose à penser, a priori, que reconstruire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Et puis voilà, on a eu quelqu'un aussi qui m'intéressait et que, a priori j'intéressais au moins un petit peu et qui finalement est parti avec l'autre fille qui l'intéressait, voilà. Et donc différents hommes, différentes raisons d'indisponibilité, différentes situations et toujours la même de putain de finalité. On se rapproche, on flirte, voire on couche ensemble et après juste plus rien. Donc déjà, si jamais ça ressemble de près ou de loin à ce que tu vis, sache que ce n'est absolument pas une fatalité. La preuve en est, je ne suis plus du tout dans cette situation et justement ça peut changer. Et non seulement ça peut changer, tu peux changer la situation, tu as du pouvoir sur ce que tu vis en ce moment et on va voir lequel dans cette vidéo. Alors quand on a des situations ou des comportements qui, on le voit, peuvent poser problème, en tout cas ne correspondent pas à ce qu'on a réellement envie de vivre, j'aime bien me rappeler que chaque comportement répond à un besoin, identifié ou non. Et quand tout ça c'est pas très clair et qu'on n'a justement pas identifié le besoin mais que le comportement continue quand même, on appelle ça le bénéfice caché. L'histoire du bénéfice caché, elle est assez simple, c'est quand tout simplement le comportement qu'on produit a une utilité inconsciente. C'est pour ça qu'on continue à le faire. On le ferait pas si ça nous apportait réellement rien en fait. Donc voici quelques exemples de bénéfices cachés. Ce bénéfice caché peut être de confirmer une croyance, la plupart du temps qui n'est pas encore conscientisée, et donc de permettre de se dire que on a bien raison. Et on ne se le dit pas forcément comme ça, puisque justement c'est quand même quelque chose d'assez inconscient. Une croyance que j'avais et que je validais à chaque fois, c'était de toute façon les mecs s'en foutent de moi. Il peut aussi y avoir une question d'estime de soi pourrie, alors que ce soit comme ça avec les mecs s'en foutent de moi, ou traduite d'une autre manière. Il ne s'intéresse pas à moi qui suis nulle, donc ça veut dire qu'il s'intéresse à des trucs bien, donc ça veut dire que c'est un mec bien, donc je le veux. Ici je donne de la valeur à ce qui m'est inaccessible, alors il peut y avoir plein de choses derrière ça, pour rejoindre les histoires de croyances et d'estime de soi pourrie, il peut y avoir tout simplement des interdits au bonheur par exemple, des je mérite pas. Après dans le cas de quelqu'un qui n'est pas disponible parce qu'il est déjà en couple, tu peux aussi lui donner de la valeur parce que il est en couple, et si il est en couple ça veut dire qu'il est assez bien pour être en couple, donc je le veux. En vrai, quand on veut un mec qui s'engage, quoi de mieux qu'un mec qui est déjà engagé? Mais c'est un leurre, évidemment, parce que si on voulait vraiment quelqu'un qui veut s'engager, on trouverait quelqu'un qui veut vraiment s'engager. Mais s'intéresser à quelqu'un d'engagé qui n'est pas disponible, ça peut répondre à cette deuxième chose. Crocher sur une personne qui est indisponible peut te permettre de rester en surface et en réalité d'éviter un truc pire que ne pas être en relation avec une personne indisponible. Peut-être que profiter du flirt, de la drague, du côté grisant de la rencontre, quitte à être frustré que ça n'aille pas plus loin, eh bien, c'est toujours moins pire que d'être déçu par quelqu'un que j'ai idéalisé. Ou de m'attacher à quelqu'un en ayant peur que cette personne me trompe, me trahisse, me quitte. Peut-être que je suis amoureuse de l'amour et que je préfère les émotions intenses du début, bien que fugaces, aux différences que j'ai pas encore appris à gérer de manière constructive et qui me prennent la tête. Ou encore l'espèce de routine inévitable que ma vision foireuse du couple déteste parce que je sais pas encore comment on garde une relation vivante sur le long terme par exemple. Bref, de quoi crocher sur un mec indisponible te protège au final. Un autre bénéfice caché, ça peut être la tentative de gagner son intérêt.
il va se rendre disponible, il va quitter sa femme pour moi, il va faire des efforts, ce qui montrera à quel point je suis exceptionnelle. Ici, c'est une stratégie vaine pour te donner de la valeur et de l'importance. Peut-être aussi que crocher sur des hommes indisponibles, en fait, ça te permet juste de rejouer un ancien schéma, que c'est une sorte de zone de confort dans le sens connu, puisque, encore une fois, puisque j'en parle souvent dans mes vidéos, on est attiré par ce qui nous est familier. Donc si par exemple mon père était indisponible émotionnellement et que j'ai essayé de me faire aimer par lui sans jamais réellement réussir à me connecter à lui, eh bien je vais choisir inconsciemment des personnes qui me rappellent ce truc-là pour que je puisse le résoudre. Et le résoudre, ça peut être abandonner aussi, faire le deuil de cet amour-là qu'on voulait comme ça. Voilà. Enfin, bon, bref, c'est un autre sujet, mais ce n'est pas souvent sans lien. C'est français ? Je pense que oui. Ce n'est pas souvent sans lien avec un schéma familial qui peut se rejouer ici, même si les personnes sont différentes. Nos attirances et donc la plupart de nos relations se font dans un premier temps sur un registre inconscient. Donc, je vais dire un truc qui va faire gratter un peu, mais si aujourd'hui tu es célibataire, eh bien c'est que quelque part tu préfères l'être. Alors évidemment, il y a une partie de toi qui veut plus l'être et c'est pour ça que tu es sur ma chaîne aujourd'hui, mais si tu restes célibataire aujourd'hui, c'est qu'il y a une partie de toi inconsciente pour qui c'est un compromis gagnant de rester célibataire. Ce compromis il se joue évidemment au niveau du bénéfice caché. Mais au final, en effet ces hommes ne sont pas disponibles, mais toi est-ce que tu l'es tant que ça ? Voici 3 facteurs d'indisponibilité qui peuvent te concerner en plus de l'histoire du bénéfice caché. Le premier facteur, c'est d'être en fait incapable de recevoir réellement de l'amour. Soit parce que tu n'en as jamais eu, soit parce que tu n'as jamais eu l'amour que tu cherches à vivre aujourd'hui. Et en fait, si tu n'as jamais connu l'amour que tu cherches à vivre aujourd'hui, ou l'attention, enfin je sais pas, tout simplement ton système considère ça comme un corps étranger et donc va le rejeter. Si au fond de toi, tu penses que tu ne mérites pas d'être aimé exactement tel que tu es, croyance parmi tant d'autres, même si tu te le dis pas comme tel, parce que ça peut prendre plein de formes, et puis encore une fois, il y a des croyances qui sont vraiment hyper inconscientes, qu'on n'a pas tellement l'occasion de vérifier dans la vie. Mais il y a des gens qui se disent ça vraiment consciemment, je mérite pas d'être aimé. Eh bien, si tu as cette croyance-là, tu vas naturellement choisir inconsciemment des personnes qui te ramènent, qui confirment cette croyance-là. Ce qui est un peu terrible, c'est qu'on est capable de recevoir de l'amour à la hauteur de ce qu'on en a déjà reçu. Comme si l'amour qu'on a reçu, en fait, a formé une espèce de réservoir qui peut s'étendre, mais que nous, on doit étendre en fait. Et donc maintenant, en tant qu'adulte, c'est à toi d'étendre ce réservoir et ce n'est plus à tes parents de shaper ce réservoir-là. Un facteur d'indisponibilité absolument évident, ce sont tes peurs. Celle de te faire avoir, celle de t'oublier à nouveau, celle de ta dépendance affective. T'as peur de faire le mauvais choix, t'as peur de faire un choix tout court et de passer à côté de tous les mecs avec qui tu pourrais être heureuse. T'as peur des prises de tête, de la routine, de la désillusion, de la déception, de l'abandon. T'as peur de perdre tout ce que tu aurais construit avec cette personne. Bref, t'es peur de tous les trucs qui sont encore pires qu'une histoire tuée dans l'œuf avec un mec indisponible. Et puis, y a tes ex. Peu importe si ta rupture, elle date de 3 semaines, de 2 ans ou de 7. Si une partie de toi n'a pas fini de clore certaines choses et espère éventuellement que ça puisse remarcher avec une personne avec qui tu as eu une relation dans le passé, la place que tu réserves au futur partenaire est en réalité prise par l'ancien. Et honnêtement, même si ce n'était pas nécessairement le seul facteur, je ne vais pas faire ma psychanalyse a posteriori puisque ma situation a changé et donc je m'en fous, c'était quand même mon cas. Donc tu vois que ce ne serait pas forcément la seule raison parce qu'il peut y en avoir plusieurs et aujourd'hui voilà, je ne saurais pas te dire ce qui m'a fait sortir de ce schéma parce que j'ai pas fait un travail sur ça en conscience en fait. Je peux juste te dire de manière quand même assez sûre que une des choses qui me limitait c'était le fait que il y a un truc que j'avais pas digéré avec mon ex et que en fait c'était je pense, le premier domino qui faisait tomber tous les autres, les histoires de croyances, les machins dont je viens de parler. Alors c'est bien beau de comprendre, mais maintenant, comment changer ton attirance? Parce que c'est quand même bien ça qu'on cherche à faire au final. Voici 4 pistes concrètes à appliquer pour te diriger vers quelqu'un avec qui tu pourras être heureuse à la manière dont tu l'entends. Combien de fois j'ai entendu et je l'ai dit plein de fois, oh, c'est le mec parfait, c'est con, il n'est pas disponible. Mais comment ça, le mec parfait est pas disponible? Ça veut dire que c'est pas le mec parfait. Le mec parfait, il est non seulement avec cette perfection-là, est disponible. Donc juste rajoute disponible dans tes critères en fait.
Bon, maintenant la deuxième étape, ça va être de reconnaître et de prendre tes responsabilités passées et futures. Reconnaître tes responsabilités passées, ça veut dire reconnaître en quoi tout ce que je viens de te dire là, ça te concerne. La liste n'est pas exhaustive, il peut y avoir d'autres choses, mais c'est au moins hyper important de reconnaître en quoi finalement tu n'y es peut-être pas tant pour rien que ça, c'est peut-être pas juste un mauvais concours de circonstances si tu t'entiches d'homme indisponible. Reconnaître cette responsabilité passée est une étape indispensable pour reconnaître ta responsabilité future. C'est ce qui va te permettre de reprendre ton pouvoir et de reconnaître que tu as un rôle à jouer dans la redirection de tes attirances. Tu n'es pas juste le pantin de tes attirances et le pantin de ta vie, ok ? Ce qui implique donc de sortir de cette position de victime qui subit tout, de prendre tes responsabilités et de faire ce que ça implique jusqu'à temps que ce que tu veux qui t'arrive, t'arrive. Et de continuer cette démarche, même quand ça marche pas trop, parce qu'on est engagé dans cette démarche. On ne va pas quitter le navire dans les moments où ça marche pas trop. Troisième étape hyper importante, décorréler l'attirance de la relation. Parce que le problème, c'est quand on vit ces relations de manière inconsciente. Alors c'est évidemment normal, hein, avant de vivre ces relations de manière consciente, il faut les avoir vécues de manière inconsciente, c'est juste normal. Qu'est-ce que ça veut dire ici ? Que quand il y a une attirance, alors on essaie d'avoir une relation. Après tout, l'attirance est un mouvement qui m'attire vers l'autre et qui m'invite à me rapprocher de l'autre et donc d'avoir une relation avec lui, sauf que non en fait. T'es pas nécessairement voué à être le pantin de ton attirance. Et c'est là qu'il y a un levier intéressant à jouer, c'est quand tu intègres que l'attraction n'implique pas la relation. Alors oui, certes, ce levier est absolument contre-intuitif et pénible à vivre, ça ne te fait absolument pas envie, et non, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais c'est le prix à payer pour rediriger tes attirances vers quelque chose de plus sain. Parce qu'en fait, si quand tu as une attirance, tu honores cette attirance par une action, et en fait ton action elle dit oui à ton attirance, donc qu'est-ce qu'elle fait ton attirance ? Elle maintient ce type d'attirance puisque tu leur as dit oui par une action. Donc ce type d'attirance continue. Le jour où tu fais, certes très pénible et difficile travail de stopper le mouvement naturel que tu as vers quelqu'un parce que tu sens que ça va être la même chose que d'habitude, ton attirance n'est pas contente, elle va te faire un caca nerveux comme un gamin qui fait un caprice pour avoir des bonbons à la caisse, et puis après la vie continue. Dans ma prochaine vidéo, on verra comment oublier un amour impossible. Et pour terminer, étape 4, orienter ton attention vers ce qui a le plus de chances de fonctionner pour toi. C'est-à-dire construire une vision du couple choisi, mature, adulte, qui te donne envie d'y aller vraiment à 100%. C'est-à-dire que tu ne renonces pas au projet, tu ne viens pas te dire « oui, en fait, je crois que l'amour, c'est pas pour moi », les fois où ça marche pas, en fait. C'est une vision du couple choisie, travaillée, réaliste, qui te donne envie de dépasser toutes les peurs qui pourraient te maintenir à distance de ce couple que tu as vraiment envie de vivre. Ce qui implique de savoir ce qui te rend vraiment heureuse et d'entraîner les différentes compétences relationnelles qui vont te permettre de vivre au quotidien le couple que tu as justement dans ta vision. Alors tout ne s'entraîne pas nécessairement en amont puisqu'il y a plein de choses qui s'entraînent pendant, il faut bien un terrain pratique, donc à un moment il va bien falloir aller vers la relation même si on ne sait pas trop où on en est en termes de compétences, mais justement c'est là que ça se bosse et c'est passionnant. Si ça te paraît beaucoup et que tu es un petit peu perdu, c'est normal. Déjà, tu vas laisser se décanter toutes les infos qu'il y a dans cette vidéo pour faire le point. Prends ton temps pour ça. Et si tu veux aller plus loin et travailler les points que je viens de dire, dans la description, je t'ai préparé un petit cadeau à télécharger qui est une sorte de quiz pour évaluer quelles sont tes compétences relationnelles et trouver des petits pas, voilà, quelles sont les premières choses à faire, sur quoi tu vas mettre ton focus pour commencer à t'entraîner. Donc sois sûr de télécharger le test et de l'appliquer. Et si jamais tu as besoin de plus de support, sache que notre coaching collectif La Terrasse rouvre ses portes le 23 mars. A tout de suite dans ta boîte mail.